Imaginez un petit pays de seulement 330 000 habitants, coincé entre des géants comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Assis sur une mine d'or gazière, il n'est pas plus grand que l'Île-de-France, et pourtant il influence les guerres et la diplomatie régionale. Ce pays, c'est le Qatar. Et sa puissance n'a rien de proportionnel à sa taille. Alors dans cette vidéo, on va voir comment un micro-État de seulement 11 000 km² est devenu un acteur incontournable de la géopolitique mondiale. Et ça grâce à son gaz, sa diplomatie et une stratégie d'influence unique. Et il y a un autre acteur incontournable dont j'aimerais vous parler, pas un acteur de la géopolitique cette fois-ci, mais de la gestion de vos sous, c'est Bunq. Bunq, c'est une banque en ligne qui a pour but de simplifier vos finances et de vous donner le contrôle où vous voulez et quand vous voulez. Et avec Bunq, pas de frais cachés, pas de clauses en petits caractères. Personnellement, j'ai pu créer un compte en moins de 5 minutes, c'est super simple. Et c'est vraiment ce que j'apprécie sur Bunq. Tout est facile, clair, transparent, pas de prise de tête. Et aussi, sachez que c'est une entreprise qui vient des Pays-Bas et qui a une licence bancaire complète délivrée par la Banque centrale des Pays-Bas. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Et moi, c'est vraiment un truc qui me rassure. Il existe des formules adaptées à chacune de vos étapes de vie, étudiant, expat, entrepreneur, couple, parent. Par exemple, si vous avez déménagé dans un autre pays, vous pouvez ouvrir un compte bancaire en quelques minutes et commencer à l'utiliser sans NIE. Et ensuite, vous avez 90 jours pour l'envoyer. Si vous êtes étudiant, vous pouvez obtenir le compte Bunq Pro avec tous ses avantages gratuitement en présentant votre inscription universitaire. Si vous êtes parent, vous pouvez ouvrir des comptes pour vos enfants et suivre leurs dépenses et fixer ensemble des objectifs d'épargne, le tout depuis la même application. Et si vous êtes en couple et que vous partagez des dépenses avec votre partenaire, vous pouvez créer des comptes communs ou séparés pour organiser, budgéter et dépenser en équipe facilement et rapidement. Et ça, c'est clairement un truc qui m'intéresse. Ça aide vraiment à gérer son budget, à catégoriser ses dépenses, etc. Et par la suite, du coup, ajuster sa façon de vivre si besoin. Pour résumer, avec Bunq, chaque étape de votre vie a des solutions conçues pour rendre la gestion de votre argent plus simple et pratique. Bref, ils ont vraiment fait en sorte que vous puissiez avoir une expérience bancaire qui corresponde vraiment à votre situation. Il existe 4 types d'abonnements, dont un gratuit, c'est Bunq Free. Sinon, vous avez Bunq Core, Bunq Pro, c'est celui que vous pouvez avoir gratuitement si vous êtes étudiant, et Bunq Elite. Alors avec Bunq Free, vous allez déjà avoir les fonctionnalités principales, compte multidevise, carte digitale, compte commun, etc. Et sachez que vous avez un essai de 30 jours gratuit sur n'importe quel plan, ce qui ne vous empêche pas derrière de passer au plan gratuit si vous le préférez. Et ça sans aucun frais d'ouverture ni de maintenance. Donc si vous voulez tester Bunq, n'hésitez pas à aller jeter un œil au lien que j'ai mis en description de la vidéo, et sachez que c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, donc merci si vous le faites. Et maintenant, on peut revenir à notre vidéo. Alors le Qatar est une presqu'île de 11 600 km², soit environ la taille de l'Île-de-France. Elle fait 160 km de long et 80 de large et a un climat désertique. Ses voisins sont l'Arabie Saoudite au sud, seul pays avec lequel il partage une frontière terrestre, Bahreïn au nord-ouest et les Émirats Arabes Unis au sud. Et dans son environnement proche, on trouve également l'Iran au nord. Alors on le remarque facilement sur les images satellites, il y a un seul grand centre urbain, c'est Doha, la capitale, où on va retrouver 80% de la population si on prend en compte également sa banlieue. C'est là aussi qu'ont lieu toutes les activités économiques du pays, en dehors de l'exploitation des hydrocarbures, sujet sur lequel on reviendra. Concernant sa population, comme je le disais en introduction, il y a environ 330 000 Qataris, donc avec la nationalité qatarienne, mais la population totale du pays atteint presque 3 millions d'habitants. Et ça, c'est dû au fait que de très nombreux travailleurs étrangers viennent travailler dans le pays. On va retrouver par exemple environ 700 000 Indiens, 400 000 Bangladais, 400 000 Népalais, mais aussi des Égyptiens, des Philippins ou encore des Pakistanais. Beaucoup travaillent dans le secteur du bâtiment ou dans une moindre mesure dans les services à domicile. Alors le Qatar a été très critiqué pour la manière dont il traite les travailleurs étrangers, car les visas de travail étaient octroyés sur le modèle du sponsorship ou kafala, c'est-à-dire qu'un travailleur étranger devait être sponsorisé ou parrainé par un citoyen qatari qui avait le droit d'annuler le permis de travail à tout moment sans motif, de refuser un changement d'employeur ou encore de lui confisquer son passeport ou de lui refuser un visa de sortie qui permet de quitter le pays. Vous vous en doutez, tout ça mène facilement à des situations de travail forcé, mais suite aux critiques et à la mauvaise image que ça donnait au pays, des réformes ont été entreprises dans les années 2020. Les travailleurs peuvent maintenant plus facilement changer de travail et n'ont plus besoin de permis de sortie approuvé par l'employeur pour quitter le pays. Donc il y a un peu de progrès, mais attention, on est encore sur des conditions de travail très mauvaises et ça n'a pas du tout éradiqué le travail forcé dans le pays. Alors l'émirat du Qatar est un modèle de monarchie absolue où l'émir est le chef de l'État et du gouvernement, et l'émir actuel c'est Tamim bin Hamad Al Thani de la famille Al Thani qui règne depuis la seconde moitié du 19e siècle. Alors je parle d'une famille qui règne sur le pays, mais pour autant la région n'a pas toujours été indépendante. Différents contrôles étrangers se sont imposés à la péninsule, venant de tribus arabes de la région, mais aussi des Portugais, des Omanais ou encore de la famille régnante de Bahreïn.
Finalement, ce sont les Ottomans qui imposent leur domination entre 1871 et 1913, mais les populations locales parviennent à se dégager de l'emprise ottomane au début du XXe siècle, et la péninsule passe sous protectorat britannique. Ce protectorat va durer une soixantaine d'années. Les Britanniques contrôlent aussi Bahreïn et les actuels Émirats arabes unis, en tout 9 émirats, et à l'approche de l'indépendance, une union de ces 9 émirats est prévue. Mais finalement, du fait de désaccords, le Qatar et Bahreïn décident de rester indépendants en 1971 et les 7 autres émirats forment les Émirats arabes unis. Et j'ai fait une vidéo spécifique sur les émirats, donc si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller la voir. Et au Qatar, après l'indépendance, ce sont toujours les Al Thani qui sont au pouvoir, et ce jusqu'à nos jours. De 72 à 95, c'est Khalifa bin Hamad Al Thani qui est au pouvoir au Qatar. Durant cette période, le Qatar est plutôt sous influence saoudienne et s'aligne sur sa politique, notamment sur les questions internationales. En fait, l'Arabie saoudite exerce son influence sur le Qatar via les liens tribaux et familiaux qui existent entre les grandes familles saoudiennes et qataries. Mais la situation commence à changer quand Khalifa Al Thani est déposé suite à un coup d'État organisé par son propre fils, Hamad bin Khalifa Al Thani, en 95. Et sous le règne de Hamad, donc le fils, le Qatar va peu à peu prendre son autonomie vis-à-vis de l'Arabie saoudite, ce qui ne plaît évidemment pas à cette dernière. D'ailleurs, en 96, un contre-coup d'État a été tenté par le camp de son père, et ce contre-coup était co-organisé par l'Arabie saoudite, les Émirats et Bahreïn. Donc ça montre qu'il n'était pas emballé par les positions politiques du fils nouvellement émir. Puis en 1996, le Qatar lance la chaîne Al Jazeera, qui critique régulièrement les régimes arabes, dont l'Arabie saoudite. Notamment sont invités sur les plateaux des opposants au régime saoudien, et cette montée des tensions trouve son point d'orgue en 2002, quand l'Arabie saoudite rappelle carrément son ambassadeur au Qatar. Là, on rentre dans un gel des relations qui va durer toute la décennie 2000. Puis en 2011 ont lieu les printemps arabes, des mouvements populaires font tomber certains régimes, d'autres pays tombent dans la guerre civile, et ailleurs, on va simplement avoir de grandes manifestations. Et certains de ces mouvements populaires sont soutenus par la confrérie des frères musulmans. Et le Qatar soutient ces mouvements et l'idéologie des frères musulmans. Et ça notamment en Tunisie, en Égypte et en Libye. Et ça plaît pas non plus à la famille régnante saoudienne, car l'ensemble du monde arabe est dans la rue, et ça pourrait aussi déstabiliser le pouvoir saoudien. Donc là, on arrive dans les années 2010, et si on résume, les relations entre le Qatar et l'Arabie saoudite sont dégradées, car le Qatar a pris son autonomie vis-à-vis de son voisin, a lancé la chaîne Al Jazeera qui est critique du régime saoudien, et soutient les frères musulmans. Mais du coup, pour ce qui est de la prise d'autonomie et la chaîne Al Jazeera, c'est facile de voir pourquoi l'Arabie saoudite voit ça d'un mauvais œil. Mais pourquoi les dirigeants saoudiens se méfient tant de la confrérie des frères musulmans ? Alors, les frères musulmans, c'est une confrérie qui est fondée en 1928 en Égypte par Hassan el-Banna. L'objectif de la confrérie est l'instauration de républiques islamiques dans les pays à majorité musulmane. Sauf que dans les années 50-60, les frères musulmans sont persécutés dans leur pays d'origine, l'Égypte, et nombre d'entre eux trouvent à l'époque refuge dans les monarchies du Golfe, dont l'Arabie saoudite. À ce moment-là, les pays du Golfe ont besoin de travailleurs diplômés, et ça tombe bien, les exilés fréristes le sont souvent. Ils travaillent notamment dans l'éducation, et sont donc en mesure de faire entendre leur voix auprès des jeunes générations. Mais la situation change en 90 lorsque l'Irak de Saddam Hussein envahit le Koweït. Le roi Fahd d'Arabie Saoudite se range du côté du Koweït et appelle à l'aide une coalition militaire menée par les États-Unis. Et le fait de faire appel à l'Occident choque une partie des opinions et une bonne partie de la communauté frériste. Un mouvement de contestation apparaît, influencé par les frères musulmans, qui va durer plusieurs années et qui va appeler à des réformes politiques. Ce mouvement sera mis au silence par la répression par le pouvoir en 1994, mais la rupture entre les frères musulmans et le pouvoir saoudien était consommée. La famille régnante saoudienne les voit désormais comme une menace et ils sont même considérés comme organisation terroriste. Voilà, vous savez maintenant pourquoi l'Arabie saoudite cherche à réduire au silence la confrérie, alors que le Qatar, au contraire, en est un soutien. En fait, le Qatar, lui, peut se permettre de soutenir les frères musulmans, car il représente moins une menace pour ce petit pays. Je le rappelle, il ne comporte que 330 000 Qataris, qui sont pour la plupart riches et qui ne risquent pas de déstabiliser le pouvoir pour des raisons liées à l'idéologie frériste. En revanche, soutenir la confrérie permet au Qatar de se démarquer du courant religieux saoudien, le wahhabisme, et ainsi d'indépendamment rayonner dans les sociétés arabes et musulmanes. C'est un outil de soft power. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut maintenant revenir à la période des printemps arabes. Donc on a des manifestations un peu partout dans le monde arabe, soutenues par les frères musulmans, et pour le Qatar, l'emploi de cet outil de soft power atteint son paroxysme, ce qui crée encore plus de tensions avec l'Arabie saoudite. Et également, durant la décennie 2010, le Qatar va soutenir certains groupes islamistes dans les guerres en Syrie et en Irak, souvent en désaccord avec Riyad. Alors je fais une petite parenthèse, je précise que jusqu'ici je vous parle essentiellement des relations entre le Qatar et l'Arabie saoudite, mais pour simplifier, gardez en tête que les relations du Qatar se détériorent aussi avec les Émirats, le Bahreïn et l'Égypte,
pour des raisons à peu près similaires. Bref, tout ça va mener les pays arabes que je viens de citer à imposer carrément un blocus terrestre, maritime et aérien au Qatar en 2017. Et en échange de la levée de ce blocus, les pays demandent entre autres au Qatar la fermeture de la chaîne Al Jazeera, l'arrêt du soutien aux frères musulmans, la rupture de ses relations avec l'Iran et la fin de la présence turque sur son territoire. Oui, parce que j'en ai pas parlé, mais le Qatar, s'isolant de ses voisins, a dû créer des relations avec d'autres pays évidemment. Et durant toutes ces années, il s'est notamment rapproché de l'Iran, mais aussi de la Turquie. Avec la Turquie, en 2012 et 2014, des accords de coopération militaire sont signés, prévoyant notamment l'établissement d'une base permanente turque, avec la présence de plusieurs milliers de soldats. Le premier contingent arrive en 2015. Et en 2018, un accord est signé pour l'établissement d'une base navale, cette fois-ci, dans le nord de la péninsule qatari. Le Qatar tisse ses liens avec la Turquie du fait de leur proximité idéologique d'une part, ce sont deux États qui soutiennent les frères musulmans, et d'autre part, il souhaite affirmer son indépendance en créant de nouveaux partenariats. Par ailleurs, l'Arabie Saoudite est en rivalité avec la Turquie, car elles souhaitent toutes les deux gagner en influence dans le monde sunnite. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo le mois dernier sur ce sujet, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et pour le Qatar, le fait de donner les moyens à la Turquie de s'implanter dans le Golfe, c'est une façon de contrebalancer la puissance saoudienne. C'est une carte à jouer dans leur rivalité. Et avoir des troupes turques à Doha, c'est aussi un moyen de faire réfléchir à deux fois ses voisins si jamais ils étaient tentés par une quelconque intervention militaire. Alors maintenant, concernant l'Iran. Le Qatar cherche à se rapprocher de l'Iran pour diversifier ses relations dans la région. En 2011, un traité de sécurité est signé entre les deux États, et ça illustre bien cette démarche. Mais en fait, le Qatar a surtout intérêt à entretenir de bonnes relations avec l'Iran, car les deux pays se partagent l'exploitation du plus grand gisement de gaz connu au monde, North Dome. Il est situé en mer, juste au nord du Qatar. Et la frontière maritime entre les deux pays le coupe en deux. La partie qatari abritera environ 25 000 milliards de mètres cubes de gaz, tandis que la partie iranienne en contiendrait une dizaine de milliers de milliards. Alors les estimations varient selon les sources, mais ce sont les ordres de grandeur. Et le Qatar, ces dernières années, produit un peu moins de 200 milliards de mètres cubes par an, ce qui, à ce rythme-là, lui laisse encore un peu plus d'un siècle devant lui. Et la vente d'hydrocarbures, c'est ce qui fait la richesse du Qatar. Donc il faut absolument qu'il y ait une entente avec l'Iran pour pouvoir exploiter tranquillement ce gisement. Sauf que vous vous en doutez, ce rapprochement avec l'Iran n'est pas du tout du goût des Saoudiens, puisque l'Iran, c'est son principal rival régional. Alors pour autant, le Qatar et l'Iran ne sont pas les meilleurs amis du monde, loin de là. Ils se sont par exemple opposés sur le dossier syrien, où l'Iran a soutenu Bachar al-Assad, tandis que le Qatar a soutenu les groupes armés révolutionnaires et djihadistes. Finalement, le blocus imposé au Qatar par les monarchies arabes du Golfe prend fin en 2021, et ça sans qu'aucune des revendications des pays arabes n'ait été acceptée par le Qatar. Le blocus a été levé car il coûtait de l'argent aux monarchies, alors qu'ils avaient besoin de plus de stabilité dans le Golfe, mais aussi du fait de pressions américaines. Alors, pourquoi on a eu des pressions américaines ? En fait, pour les États-Unis, le premier problème au Moyen-Orient, c'est l'Iran. Et avec ce blocus, les pays arabes favorisaient de fait l'Iran, puisque ce dernier améliorait ses relations avec le Qatar. Et également, les États-Unis ont leur plus grosse base militaire du Moyen-Orient au Qatar, c'est la base d'Al-Udeid, autre intérêt américain stratégique qui rend indispensable la stabilité des relations entre les monarchies du Golfe. Et ça, évidemment, le Qatar le sait, et il a joué de sa relation avec l'Iran pour faire réagir les États-Unis. Le Qatar est aussi utile du fait de sa position diplomatique atypique. Il arrive en fait à entretenir le dialogue avec des États ou factions jugées habituellement peu recommandables. C'est le cas par exemple avec le Hamas, on le voit en ce moment avec la guerre de Gaza, mais aussi avec les talibans en Afghanistan. Et cette position particulière lui permet d'être un interlocuteur privilégié lorsque des États ont besoin de discuter avec ce genre d'acteurs, mais ne peuvent ou ne veulent pas le faire en direct. Le Qatar joue donc un peu le rôle d'entremetteur et parvient à se rendre indispensable. Au final, le Qatar sort renforcé de la séquence du blocus, il a su y résister grâce à ses réserves financières, il a créé ou renforcé de nouveaux partenariats économiques, partenariats qu'il a gardés après la crise. Par exemple, entre 2017 et 2018, les exportations iraniennes non pétrolifères vers le Qatar ont augmenté de 100%. Une chambre de commerce conjointe irano-qatari a été créée, les liens bancaires entre les deux pays ont été renforcés, le Qatar a davantage utilisé les routes commerciales passant par l'Iran, et des échanges d'étudiants ont eu lieu entre les deux pays. Et pendant ce blocus, le Qatar a aussi réussi à maintenir ses échanges avec Oman, le Koweït, les États-Unis, la Chine ou encore la Russie. Aujourd'hui, les relations entre le Qatar et les monarchies du Golfe restent froides. Par ailleurs, le Qatar a aussi su profiter de la guerre en Ukraine et de l'affaiblissement de l'export de gaz russe vers l'Europe pour augmenter ses propres exportations vers le vieux continent. Mais le Qatar, pour autant, ne compte pas uniquement que sur ses exportations de gaz. Il sait qu'un jour ou l'autre, ses réserves vont se vider. Il tente donc de diversifier ses secteurs d'activité. Le projet Qatar 2030 est alors lancé, dont le but est de sortir de la dépendance au gaz. Des fonds d'investissement sont créés et il y a la volonté de faire de Doha un hub mondial.
Des participations sont prises aussi dans de grands groupes de luxe comme Valentino, LVMH, Balmain ou encore des magasins comme Harrods ou des groupes hôteliers comme Accor. Et la France est d'ailleurs le deuxième pays dans lequel le Qatar investit le plus. On a vu son influence également dans le monde du sport avec l'achat du PSG. Il a aussi sponsorisé le Barça et il a des actions dans le Sporting Club de Braga au Portugal. Et évidemment, il a accueilli la Coupe du Monde de football en 2022. Alors le Qatar investit aussi en Afrique, c'est 7,2 milliards de dollars entre 2012 et 2022. Il investit dans des secteurs comme l'agriculture, l'énergie, les infrastructures ou encore les industries de services. Et ça a été notamment le cas en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc ou au Bénin. Alors malgré tout, il faut quand même nuancer cette diversification économique, puisqu'en 2023, les hydrocarbures représentent encore 63% des exportations du Qatar en valeur. Il y a donc encore du chemin à faire. Et cette stratégie de diversification de l'économie n'a rien d'exceptionnel. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Ces États sont bien conscients qu'ils ne peuvent pas se contenter de vivre sur leur rente pétrolière et gazière. Bref, finalement, je vais conclure cette vidéo en disant quelque chose que je répète souvent, car en fait, le Qatar, comme beaucoup d'autres États, cherche à diversifier ses partenaires commerciaux et stratégiques sans s'aligner. Sa particularité, en revanche, c'est sa position d'interlocuteur privilégié avec des factions armées rebelles et djihadistes, ce qui lui donne une signature diplomatique atypique. Et tout ça, je le rappelle, avec une population citoyenne de seulement quelques centaines de milliers d'habitants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'aider à la mettre en avant en mettant un pouce, un commentaire ou même en la partageant. J'ai encore mes petits problèmes avec l'algo YouTube qui ne veut toujours pas mettre mes vidéos en avant. Donc si vous pouvez me filer un petit coup de main, ça serait avec grand plaisir. Je remercie encore une fois tous les tipeurs qui me font des dons tous les mois sur la plateforme Tipeee. Si vous voulez les rejoindre, il y a tous les liens en description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!